Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous présente ce soir avec Édouard Husson le nouveau numéro de Chaos Global, le journal hebdomadaire du Courrier des Stratèges que je commence bien évidemment en vous remerciant chaleureusement pour le soutien que vous nous apportez par votre participation massive à l'appel de fonds que nous lançons, à la levée de fonds pour financer la professionnalisation de ce journal hebdomadaire. Je vous rappelle à cette occasion que vous êtes évidemment les bienvenus si vous vous abonnez à la chaîne YouTube sur laquelle vous voyez ce journal défiler et si vous pensez à vous abonner au fil Telegram gratuit Restez Libre qui vous permet de maintenir un lien permanent avec vous, avec nous, tout au long de la journée. Aujourd'hui, Édouard, nous allons évidemment, comme d'habitude, évoquer les sujets internationaux. Nous allons parler du sommet entre Xi Jinping et Joe Biden, le sommet USA-Chine qui a eu lieu la semaine dernière. Nous dirons quelques mots de la situation en Palestine et des opérations militaires en cours entre les Israéliens et le Hamas. Nous parlerons également, bien entendu, du sommet de la réunion de Saint-Denis qui s'est tenue vendredi dernier en présence d'Emmanuel Macron. Nous ajouterons quelques mots sur la France risque-t-elle une situation à l'Argentine qui a permis au candidat libertarien Javier Milei, dont nous dirons quelques mots, d'être élu. Et nous terminerons par les alertes sur l'assurance vie lancées par Generali, par le directeur financier de Generali Monde ce week-end, qui ont été dans des propos qui ont été repris par le Financial Times. Nous commençons tout de suite avec le sommet Xi Jinping-Biden qui s'est tenu la semaine dernière, vendredi. Qu'est-ce qu'il faut en penser? En quoi ce sommet est-il important? Et pourquoi choisissons-nous de le traiter en une de ce journal, Édouard? Il est important pour trois raisons. La première, c'est qu'on n'avait pas eu de dialogue entre la Chine et les États-Unis d'Amérique depuis un moment, avec une situation très tendue dans le détroit de Taïwan. La deuxième raison, c'est qu'il ne s'est pas dit grand-chose, sinon le fait qu'on avait envie de parler. Et la troisième raison, c'est qu'on a eu la confirmation en direct du fait que Joe Biden n'est plus capable de gouverner les États-Unis d'Amérique. Alors, si je rebondis directement sur cette première phrase, on a tous vu Joe Biden aux côtés d'un Anthony Blinken visiblement extrêmement nerveux, expliquer que Xi Jinping était en fait un dictateur. Alors, effectivement, c'est la fin de la conférence de presse commune avec Xi Jinping. Normalement, tout s'est bien passé. Et il y a un journaliste américain. Est-ce qu'il fait son travail de journaliste? Est-ce qu'il a envie de jouer avec le feu? On ne va pas juger. Toujours est-il qu'il pose une question à Biden pour savoir s'il considère que le dirigeant chinois est un dictateur. Et Biden répond que oui. Donc ce qui évidemment flanque par terre toutes les bonnes intentions qui venaient d'être exprimées. Ce qui a donné lieu à des protestations attendues de la diplomatie chinoise. Mais il y a un deuxième épisode qu'on a moins souligné, c'est en plein sommet, Joe Biden qui à un moment se lève et qui va voir Xi Jinping et qui lui dit bonjour comme s'il découvrait que Xi Jinping était là. Et en fait, ça c'est la confirmation de ce qui est un secret de polichinelle dans les chancelleries, c'est que Joe Biden n'a plus toute sa lucidité, il est sans doute capable de gouverner un court moment tous les jours, et là on a une scène tout à fait pathétique, tout d'un coup il a un instant de lucidité, il voit Xi Jinping, il se dit il faut que j'aille lui dire bonjour, et on voit Xi Jinping très surpris, et qui fait venir un interprète parce qu'il ne comprend pas ce que Biden lui raconte. Alors, on rit de ça, mais c'est extrêmement grave. Ça veut dire que la deuxième plus grosse puissance nucléaire de la planète, puisque la première c'est la Russie, est gouvernée par quelqu'un qui est censé pouvoir donner l'ordre d'appuyer sur le bouton nucléaire et qui en fait n'a plus tous ses moyens physiques, intellectuels pour gouverner. Alors, à partir de là, on comprend que pour les Chinois, l'important c'était aussi l'affichage. C'était aussi vis-à-vis du reste du monde, montrer qu'ils n'entraient pas dans une logique de confrontation complète avec
les États-Unis, et d'où ce que je mentionnais en commençant, c'est-à-dire le fait qu'on a peu parlé enfin, on n'a pas parlé de choses importantes, on a parlé de lutter contre la drogue, on a parlé de se concerter militairement, ce qui n'avait pas été fait depuis de longs mois, et quelques autres peccadilles qui rappellent les grandes heures de la guerre froide, quand les Américains et les Soviétiques disaient qu'ils étaient contents de s'être rencontrés pour se parler. Mais alors, quand même, Édouard, il faut souligner que ce sommet a permis d'officialiser la reprise de la communication militaire entre les deux pays. Elle avait été interrompue après la visite de la vice-présidente Kamala Harris à Taïwan. Et aujourd'hui, Xi et Biden ont décidé de relancer une forme d'information militaire. Ce n'est pas de la coopération militaire, mais c'est une communication destinée à éviter l'escalade militaire en cas de difficulté. Oui, c'est ce que je disais au moment de la guerre froide, quand on voulait la détente, on reprenait le dialogue sur ce mode-là, effectivement. Alors, je ne crois pas que ça aille beaucoup plus loin, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les Chinois, en fait, n'ont pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Ils ont sans doute été rassurés sur le fait que les États-Unis n'ont pas l'intention de faire la guerre sur Taïwan. Et par ailleurs, qui est-ce qui est en position de force sur le plan international en ce moment? C'est la Chine. Par quel pays est-ce que les délégations arabo-musulmanes qui font le tour des membres permanents du Conseil de sécurité, les 5 membres permanents, par quel pays commencent-ils? Par la Chine. Ils étaient ce matin, en fait cette nuit pour nous, à Pékin, pour rencontrer le ministre chinois des Affaires étrangères, qui a rappelé son souhait d'un cessez-le-feu, d'une solution négociée, et qu'existe, conformément à ce qu'a prôné l'ONU, un État palestinien. Alors, pour en glisser, c'est la transition qui s'impose, pour glisser sur la question de la guerre israélo-palestinienne, on parle beaucoup de pourparlers en coulisses autour de la Chine et de la Russie pour imposer un cessez-le-feu que la France n'est pas parvenue à imposer, si tant est qu'on en ait eu envie ou le désir ardent. Qu'est-ce qu'on peut retenir des négociations de coulisses, dont on parle très peu d'ailleurs, autour de la question palestinienne? Alors, on a d'une part une négociation menée sous les auspices du Qatar pour essayer d'obtenir un cessez-le-feu provisoire pour des libérations d'otages. On ne sait pas, on comprend que du côté palestinien, on est prêt à libérer une 50aine d'otages. On n'arrive pas à savoir du côté israélien les concessions qui seraient faites, et visiblement c'est là que ça bloque, puisque ce cessez-le-feu imminent est annoncé depuis déjà 2 jours, et il aurait dû commencer ce matin à 11h. Donc ça, c'est un premier niveau de recherche d'un cessez-le-feu pour libérer les femmes et les enfants du côté des otages israéliens. Le deuxième... Les femmes et les enfants otages. Otages, voilà. La deuxième série de discussions, c'est celle que les États arabes, les pays arabo-musulmans, comme on les appelle, donc il y a aussi l'Iran et d'autres pays qui ne sont pas des pays arabes, on entame avec les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, donc il y aura aussi une visite à Paris, pour essayer d'obtenir un soutien avec une résolution qui passe enfin, sans veto américain, au Conseil de sécurité pour obtenir un cessez-le-feu plus durable, pour arrêter les violences commises par l'armée israélienne contre les Gazaouis. On a enfin une troisième concertation qui est menée entre l'Iran et la Russie actuellement. L'Iran exprimant un souhait tout à fait clair que la Russie s'implique plus dans une tentative de résolution du conflit. Donc on voit des efforts tous azimuts. Insistons sur un point très simple, la Russie et la Chine ont la position qui était celle du général de Gaulle, c'est-à-dire l'ONU, rien que l'ONU, mais tout l'ONU. Et les résolutions qui ont été votées par le Conseil de sécurité. Donc la sécurité d'Israël, bien sûr, mais il y a aussi l'existence d'un État palestinien. Elle n'est pas négociable pour la Chine et pour la Russie.
quand même, dans cette affaire, on a l'impression que Israël a longtemps refusé toute forme de pourparlers. On se souvient que la position officielle, c'était de dire tout cessez-le-feu permettra au Hamas de se réarmer ou de reprendre pied ou de reprendre position. On sent qu'aujourd'hui, les discussions sur un cessez-le-feu ont plutôt l'air d'avancer, voire peut-être même d'aboutir. Est-ce que ça signifie que l'armée israélienne elle-même a besoin d'un cessez-le-feu pour souffler un peu et pour reprendre ses esprits face à une résistance du Hamas dont on sait que les responsables israéliens considéraient qu'elle serait très dure et très difficile à contrer? Oui, il suffit de regarder la carte et de comparer le discours, les communiqués officiels de Tsahal. D'un côté, on nous explique une progression dans Gaza Nord, dans Gaza, dans la partie nord du territoire de Gaza, et de l'autre, on voit qu'il y a encore énormément de combats à la périphérie de la ville de Gaza. Ce qui veut dire que l'armée israélienne a plus de mal que ce que veulent bien affirmer les communiqués. On a d'autre part une réalité, c'est une guerre multifront. Même si elle est pour l'instant de basse intensité, avec des échanges de tirs, avec des missiles le plus souvent interceptés, on a les Houthis au Yémen, on a le Hezbollah, et on a d'autre part, ce qui n'est pas moins important, ce qu'on appelle la résistance irakienne, qui bombarde des bases militaires américaines. À tel point, c'est une résistance irakienne proche de l'Iran, qui est faite plutôt par les chiites, et à tel point qu'on sait que la semaine dernière, les États-Unis ont demandé à l'Iran de maîtriser leurs milices alliées. Donc on voit bien que la situation du point de vue israélien et américain est beaucoup plus tendue militairement que ce qu'on voulait bien dire il y a 15 jours. On a une idée des pertes israéliennes dans cette guerre, puisque les pertes palestiniennes sont pour ainsi dire pratiquement exhibées par la propagande du Hamas. Est-ce qu'on a une idée des pertes israéliennes? Alors, on a du mal à savoir, puisqu'officiellement, Tsahal reconnaît 50 hommes tués. La réalité semble être plus importante pour plusieurs raisons. D'abord, il y a eu des tués le 7 octobre, et là on ne connaît que le nombre d'officiers, une quinzaine d'officiers qui auraient été tués ce jour-là, mais ça veut dire qu'il y a eu plus d'hommes. On a d'autre part des récits sur des destructions de blindés. Alors, qu'est-ce qui relève de la propagande du Hamas et des autres mouvements combattants palestiniens? Qu'est-ce qui relève de la réalité? C'est difficile de le savoir. Il n'empêche qu'on a des vidéos, par exemple, de chars amochés qui sont ramenés vers les ateliers de réparation en Israël. Donc, on peut penser que le chiffre qui est donné est inférieur à la réalité. Après, pour l'instant, nous ne sommes pas capables d'en dire plus. Faut-il monter jusqu'à quelques centaines de tués du côté israélien? Est-ce que ce chiffre est exagéré? Disons qu'on a de par mon estimation, environ 150 hommes perdus déjà dans la bataille de Gaza, et c'est un minimum. Alors, il faut souligner quand même que pendant que le monde, et en tout cas les puissances diplomatiques dont nous ne faisons plus partie, essayent de négocier un cessez-le-feu, probablement avec le soutien d'Israël, in fine, pour desserrer la contrainte militaire, la France, elle, se consacre à des querelles byzantines. Et donc, je vous signale, pour ceux qui n'ont pas suivi les opérations, que vendredi dernier, Emmanuel Macron a tenu sa rencontre de Saint-Denis, sa deuxième rencontre de Saint-Denis, avec des chefs de parti. Et de mon point de vue, c'était une rencontre un peu hallucinante parce que, d'abord, il y avait 3 absents. Manuel Bompard, qui est le responsable patron de LFI, on pouvait s'y attendre puisqu'on sait qu'il n'y a pas d'atome crochu majeur entre la France insoumise et Emmanuel Macron. Olivier Faure, le patron du Parti socialiste, le premier secrétaire du Parti socialiste lui-même a fait défaut, mais ça compte de façon très groupusculaire désormais le Parti socialiste, et surtout Éric Ciotti, de façon assez curieuse, le président des Républicains, a fait défaut en expliquant qu'il ne pouvait pas assister à une réunion
tenue par un Emmanuel Macron qui n'avait pas participé à la marche contre l'antisémitisme. Alors dans la pratique, donc pendant que les puissances discutaient d'une possible paix en Israël, nous discutions, notre président discutait à Saint-Denis avec quelques chefs de parti, dont quand même le prestigieux président du Parti radical de gauche, dont tout le monde a oublié le nom. Je vois un petit peu d'ironie dans tes propos. Ah, un tout petit peu, mais amical. Donc le président de la République discutait des possibles réformes qu'il pouvait lancer avec sa maigre minorité présidentielle, parlementaire, qui le bloque et qui bloque les réformes qu'il souhaiterait mettre en œuvre. Donc, je vous signale, si vous n'avez pas suivi cela, que cette réunion a duré 10 heures, que Jordan Bardella a été le seul à plaider en faveur d'un référendum sur l'immigration que tout le monde a considéré comme inutile. Il n'y aura donc pas de référendum sur l'immigration. Et Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé que le projet de loi sur la fin de vie serait présenté au Conseil des ministres le 13 décembre, ainsi que peut-être des pistes pour l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Édouard, de cette situation de blocage politique où Emmanuel Macron passe 10 heures en pleine crise internationale à essayer d'obtenir de partis qui ne viennent même pas à ces réunions un accord sur des réformes qu'il veut présenter? Alors, oui, premièrement, au passage, ça fait la transition avec le sujet précédent, on a appris par le journal Le Monde cette fin de semaine qu'à l'Élysée, on est très divisé sur l'attitude à avoir dans le conflit israélo-palestinien et que ça expliquerait les va-et-vient de Macron sur le sujet. Deuxièmement, effectivement, en pleine crise internationale, alors même que la France est membre permanent du Conseil de sécurité, Macron prend 10 heures pour parler avec quelques partis, ceux qui veulent encore bien venir, puisque c'est ça. Et on peut penser que Bardella ne viendra pas la prochaine fois. À quoi est-ce que ça sert, vu que moi, l'enseignement que je tire de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de dialogue possible. Référendum sur l'immigration, c'est non. La fin de vie, alors qu'on sait qu'il y a de puissantes forces sociales, et en particulier les confessions religieuses qui demandent énormément de prudence, ça va avoir lieu de toute façon. Voilà. Et quant à l'inscription de l'avortement dans la Constitution, effectivement, on en a déjà parlé, c'est une mesure à la fois gadget et en même temps symboliquement très forte qui va cliver les Français. On a des raisons d'être inquiète, surtout qu'on se demande ce que fait le président de la République, alors qu'il a un Premier ministre qui, normalement, débat avec le Parlement. Je crois que ça fait partie de ce dysfonctionnement des institutions. Je regardais hier une vidéo récente de Pierre Rosanvallon qui soulignait que les institutions marchent à la lettre. Enfin, Macron apparemment respecte la lettre des institutions, mais dans l'esprit, en fait, elle marche de moins en moins. Et il considérait, Pierre Rosanvallon, ce grand historien des institutions françaises, considérait que c'était Emmanuel Macron le premier responsable. Alors à partir de là, on voit bien la difficulté de l'opposition qui ne se résout pas à mettre Emmanuel Macron devant ses responsabilités. Sans doute ne fallait-il pas aller à Saint-Denis la première fois. C'est la leçon qu'on va tirer de cette séquence. Quand même, cette situation de blocage pose la question de notre capacité à gérer une dette qui explose, un déficit de l'État, des dépenses publiques qui devient un sujet pour les agences de notation internationale. J'ai signalé dans le journal économique, l'hebdo économique de ce week-end, que Elisabeth Borne commençait à plancher dès maintenant sur les économies à faire sur le budget 2025. Ce seront probablement ce qu'on appelle les aides aux entreprises qui seront passées au rabot pour éviter aux fonctionnaires de faire des efforts. Dans la pratique, quand même, nous pourrions nous retrouver dans une situation financière difficile, et tu me vois venir, Édouard, nous pourrions nous retrouver dans une situation à l'Argentine avec un déficit extérieur, un déficit intérieur d'abord des finances publiques très élevé, un déficit extérieur comme l'Argentine colossal, c'est déjà notre cas, une dette qui explose, une inflation galopante, des taux d'intérêt très élevés, des marchés qui spéculent sur la faillite du pays. On a vu que l'Argentine vient d'élire un candidat libertarien, Javier Milei, pour sortir le pays du marasme. On le redit, certains Argentins vivent aujourd'hui dans une situation
de pénurie d'objets simples, parce que les commerçants se disent qu'ils gagneront plus d'argent s'ils attendent un mois avant de les vendre. C'est une situation terrible. Qu'est-ce qu'il faut retenir, Édouard, de l'élection de Javier Milei en Argentine? Est-ce que la France pourrait connaître un scénario à l'Argentine? Alors, je crois que tu as oublié le scoop qu'on avait, Eric, qui est que Bruno Le Maire a découvert que les taux d'intérêt en hausse pouvaient être dangereux pour la dette. Ah non, quand même pas. Laisse-lui le week-end pour se remettre. Non, mais c'est service, son cabinet ne lui a pas encore fait de fiche sur le sujet. Si, il paraît. Il paraît qu'elle est arrivée ce matin. Qu'est-ce que tu es perfide? Alors, effectivement, on voit bien que la France a été protégée pendant des années par la bienveillance allemande sur le sujet. T'es dur avec nous sur la bienveillance allemande. Hein. C'est-à-dire que les Allemands avaient besoin de la France pour tenir le système. Et donc, on supportait pendant des années les déficits français avec un certain cynisme et nos chefs de l'État successifs, depuis Jacques Chirac, endettant la France avec un cynisme non moins grand. Alors, il est rare que je parle de la bienveillance allemande, mais en l'occurrence, c'est comme ça que ça s'est passé. À partir de là, aujourd'hui, on voit bien que la situation n'est plus tenable. D'abord parce que l'Allemagne va avoir du mal à tenir son budget en équilibre à cause de l'ardoise énergétique. On a appris la semaine dernière que le gouvernement allemand allait maintenir un certain nombre de mesures qui permettent un bouclier pour les prix de l'énergie pour l'industrie. Et ceci jusqu'en 2025. Donc ça va coûter de l'argent chaque jour au gouvernement allemand, qui sera moins enclin à supporter les frasques français. À partir de là... Parce que quand même les Allemands, c'est des pinces. Oui, alors... On dit des Écossais, des Auvergnats, mais les Allemands, ils ne sont pas tristes non plus. Non, mais c'est-à-dire que les Allemands qui ont dépensé 3 à 4% de leur PIB annuellement pendant 20 ans pour renflouer l'ancienne RDA, n'ont jamais fait la même chose pour permettre à l'ensemble de l'Union européenne de fonctionner comme aurait fonctionné une nation. Donc de ce point de vue-là, il y a une contradiction dans l'attitude allemande qui en même temps veut réguler nos économies. On voit bien donc que la France aujourd'hui, si elle était lâchée par l'Allemagne, se retrouverait dans une situation de grande instabilité internationale. Et c'est là qu'on regarde ce qui se passe en Argentine, puisque l'Argentine n'a pas été protégée par les États-Unis, on va dire, de la même manière que l'Allemagne a regardé la France avec une certaine bienveillance pendant quelques années. Et d'où les remèdes de cheval proposé par le nouveau président argentin. J'ai été frappé par une chose, parce que certains commentateurs disent finalement c'est des choses déjà, c'est le néolibéralisme il y a 20 ans qui recommence. Sauf que Javier Milei veut supprimer la Banque centrale. Ça c'est bien. Et alors moi je suis très heureusement surpris qu'il annonce cela, et s'il le fait, et pourquoi lui faire procès d'intention? Il a été élu, et il a été élu sur un programme de libération radicale des forces économiques. Eh bien, on pourra dire que c'est une véritable révolution libertarienne. Et ça me paraît beaucoup plus important que de se focaliser sur le fait qu'il a mis en valeur le dollar. Il prône aussi la liberté monétaire, si j'ai bien compris. Oui, alors, ce qu'il faut souligner, parce que je le rappelle pour ceux qui voudraient en savoir plus, sur le programme de Javier Milei et sur sa philosophie politique, le Courrier a consacré début septembre 3 articles d'analyse de son programme. Donc nous ne découvrons pas le candidat Milei aujourd'hui. On le redit, Milei a d'abord un projet de réduction très forte de la place de l'État, mais qu'il a précisé aujourd'hui en indiquant qu'il ne s'attaquerait pas immédiatement au système des retraites, qu'il ne le réformerait pas, qu'il ne modifierait pas non plus le système de santé argentin. Il a précisé qu'il ne toucherait pas à l'éducation nationale pour l'instant, et que l'éducation nationale argentine, et que son programme concernait essentiellement la liberté monétaire, c'est-à-dire la capacité des Argentins à choisir leur monnaie dans des transactions au jour le jour, par exemple pour le paiement de leur loyer. Alors cette stratégie s'explique très largement par le fait que le peso argentin ne vaut pratiquement plus rien, c'est une monnaie de singe, et donc pour les Argentins qui en sont détenteurs, c'est évidemment une ruine puisque leur patrimoine et leur pouvoir d'achat se réduit chaque jour. Rappelons que l'inflation
est de 140% par an en Argentine, c'est-à-dire que chaque mois, en substance, les Argentins perdent 10% de leur pouvoir d'achat. Vous imaginez ce que ça représente au cours d'une année. Donc, Milei leur offrira la possibilité de se faire payer en dollars ou de payer leur loyer en dollars s'ils le souhaitent. A priori, il n'y aurait pas de contraintes, ce qui permettra de rétablir une forme de stabilité monétaire. Alors, sur ce point, il y a eu beaucoup de commentaires sur Internet de gens qui ont vu que Milei soutenait Israël, qu'il était enregistré, si j'ose dire, au Forum économique mondial. Donc beaucoup de gens ont dit mais c'est un mondialiste. Moi je le redis, nous on ne fait pas de la pub pro-Milei ou anti-Milei. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la personne en tant que telle. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas ses positions personnelles. Ce qui nous intéresse, c'est le programme qu'il développe et les questions qui se posent sur que ferait la France si elle était confrontée à une situation identique à celle de l'Argentine. Je suis absolument convaincu à titre personnel que pour faire de la politique, pour être élu président d'un grand État, eh bien, il faut être quand même avoir une psychologie particulière qui n'est pas celle d'un ange ni d'un gentil. Donc je ne fais pas de... il est malade, Édouard. Je ne fais pas de milléisme primaire. En revanche, posons-nous la question, si ça arrivait en France, que se passerait-il? On suivra cette affaire de près, Édouard, dans le courrier? Je pense que c'est très important parce que un certain nombre de pays ont intérêt à la réussite de Milei. On le redit, hein, nous luttons bien sûr contre un ordre international injuste, nous le dénonçons, et nous dénonçons les narratifs occidentaux, mais dans ces narratifs occidentaux, il y a aussi le mythe de la dépense permanente et sans douleur de l'État, et de la croissance de l'État dans un monde qui serait par ailleurs libéral. Et si Milei réussit à casser ce mythe, ça sera une très bonne chose. Alors, on redit donc tout ça se passe dans la situation argentine est une situation de désespoir économique dans laquelle nous ne sommes pas encore, nous y arriverons peut-être, on ne se le souhaite pas forcément, mais enfin, au train où vont les choses, ça pourrait très bien nous arriver. Et il faut replacer ça, recontextualiser, comme dit Lacaste, cette affaire argentine dans une situation mondiale en détresse. Et je voudrais, pour conclure ce journal, vous signaler l'alerte lancée par le directeur financier de Generali Monde, qui s'appelle Cristiano Borrean, c'est un Vénitien, et qui a souligné les risques que l'hyperfinanciarisation de l'assurance fait courir à l'assurance vie, et notamment le fait que des fonds d'investissement court-termistes investissent l'espace de l'assurance vie. Ce fait-là est un facteur de risque pour tous les épargnants, car l'assurance vie, ce sont des risques longs, et mélanger des risques longs avec des stratégies court-termistes, ça fait courir le risque de ce qu'en anglais on appelle le mass lapse, c'est-à-dire la résiliation massive des contrats d'assurance vie pour aller vers des placements plus juteux. C'est un risque sur lequel nous alertons depuis le mois de février, donc nous sommes très à l'aise pour en parler, puisque je suis heureux de voir que, entre guillemets, de voir que le directeur financier de Generali reprend des thèmes que nous avons lancés il y a plusieurs mois. Si vous êtes abonné au Courrier des Stratèges et si vous suivez nos vidéos sur la chaîne Patrimoine sur YouTube, vous êtes vous-même parfaitement informé de ce qu'est cette crise obligataire qui mine les comptes des banques et surtout des compagnies d'assurance. Faites attention parce que maintenant cette question, elle relevait de blogs complotistes, si j'ose dire, ce qu'on appelle les blogs complotistes dans les sphères de pouvoir, mais elle devient désormais une affaire évoquée dans le Financial Times, dans des séances publiques, par des responsables, des cadres dirigeants de compagnies d'assurance. Nous avons parlé de l'alerte du superviseur bancaire européen il y a quelques semaines sur la crise immobilière, et donc vous voyez que de plus en plus d'instances officielles commencent à évoquer ouvertement les risques financiers que le relèvement des taux, qui est par ailleurs salutaire pour lutter contre l'inflation, fait courir sur l'ensemble de l'économie mondiale. Regardez notre chaîne Patrimoine, regardez le Courrier des Stratèges. Ce soir, je vous évoque quelques conseils nécessaires pour vous protéger contre le risque que nous courons désormais collectivement vis-à-vis de cette déstabilisation, pour l'instant relativement invisible pour le grand public,
que fait courir le relèvement des taux décidé par les banques centrales. Sur le fond, elles n'ont pas vraiment le choix, parce qu'il faut lutter contre l'inflation. L'inflation, c'est la précarisation, la paupérisation de toute la population, mais cette lutte pose des problèmes après des années d'argent facile. Retrouvez-nous sur la chaîne Patrimoine sur YouTube et sur le Courrier des Stratèges pour les abonnés. Nous vous expliquons ce qui se passe et nous vous expliquons quelles mesures prendre pour éviter la catastrophe. Voilà. Encore merci pour votre participation à la levée de fonds. On vous rappelle que le vendredi, nous faisons un journal religieux. Mardi, vous retrouverez une interview de notre ami Thierry Messant. Dimanche prochain, le journal économique. Et bien entendu, lundi prochain, retrouvez-nous lundi soir pour un nouvel épisode de Chaos Global avec, on espère, des surprises. Mais les surprises, c'est compliqué de nos jours. À bientôt, Edouard. À bientôt, Eric. Merci.